Salut les Marcs et les Smarks, bienvenue dans cet épisode 12 de Catch Up. Je suis Hank des Cahiers du Catch et je suis accompagné aujourd'hui de Ringside. Salut Ringside. Bonjour. Et Giscal. Bonjour tout le monde. Je ne me suis pas trompé sur les pseudos. C'est bon. Comme d'habitude, on va parler de Monday Night Raw du 11 juillet, cette fois-ci à Detroit ou Détroit. Un Monday Night Raw qui est placé bien entendu sous le signe du brand split et du draft qui va arriver donc dans une semaine. Donc voilà, ça va être le gros sujet de la soirée. On commence avec une Battle Royale déterminant le prochain prétendant au titre intercontinental détenu par le Miz. Le Miz qui, juste avant le match, fait un petit speech pour dire qu'il y a le meilleur des superstars dans le ring. Bref, un vivier de talent. Et tout de suite, je vais vous faire le détail de ce vivier de talent. Nous avons donc les Dudleys, R-Truth, les Social Outcasts, les Usos, The Ascension, les Vaudevillains, Baron Corbin, Ziggler, Apollo Crews, Darren Young et Jack Swagger. Si j'en ai pas oublié. Goldust, non? Ah oui, il y avait Goldust. Bah oui, s'il y a R-Truth, il y a Goldust. Ouais. Donc voilà, tellement transparent. Mais bon, donc je vais pas vous raconter non plus le match en entier parce que comme vous le savez, les Battle Royale et tous ces matchs avec 50 catcheurs, ça donne des descriptions qui durent très longtemps. Donc sachez juste qu'on a eu une fin de match avec Del Rio, Corbin, Darren Young et Apollo Crews et Ziggler dans le ring. Ziggler réussit à éliminer Del Rio après un bon petit duel de 2 minutes. Apollo Crews élimine Del Rio tout simplement juste en le poussant au-dessus de la 3e corde assez haut. Corbin et Ziggler se battent en permanence, forcément, un rappel de leur feud. Mais c'est Corbin qui réussit à l'éliminer. Apollo Crews arrive derrière Corbin pour profiter de la situation, enfin de son inattention. Et au moment où il tente de pousser Baron Corbin, il est emporté dans son élan et comme un con, il tombe lui aussi et se fait éliminer. Et il reste donc dans le ring Darren Young qui se reposait depuis bien 5 bonnes minutes à rien faire. Et c'est lui donc qui a gagné ce match un peu par défaut. Rappelons aussi que Bob Backlund, son nouveau coach, était sur le bord du ring. Donc voilà, c'est un peu la victoire surprise, enfin surprise. Voyant Bob Backlund sur le bord du ring, on pouvait se dire qu'il allait se passer quand même quelque chose avec Darren Young. Mais donc voilà, et le public incroyable qui chante Darren Young. Comme c'était, quoi la scène surréaliste. Darren Young. Parce que bien sûr, il a pas vraiment de gimmick forte ou quoi que ce soit, donc du coup, on chante juste Darren Young. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Battle Royale et puis ce résultat un peu étonnant, si ça reste quand même assez étonnant parce que pusher Darren Young aussi rapidement après une série de vignettes dont tout le monde se moquait un petit peu, quoi. Oui. Bah, Ça y est, je t'en prie. Alors, c'était une bonne petite bataille royale, hein, au niveau du déroulement. Et puis, c'est quand même sympa de voir qu'ils font quelque chose avec Darren Young au final, qu'on s'est pas tapé toutes les vignettes pour rien. C'est original. Maintenant, je pense pas que c'est une rivalité qui va dépasser les 2 semaines. Hein. Je pense que c'est un petit peu bouche-trou pour avant le brand. Et puis voilà, moi j'ai trouvé ça marrant. Ça m'a pas choqué plus que ça. J'ai oublié de préciser donc Darren Young contre le Miz à Battleground. Enfin, voilà, c'est ça. Et j'ai bien aimé le speech de The Miz au début, quand il monte sur la table, qu'il lance sa catchphrase, tout ça, c'était sympa. Et puis non, sinon c'était propre. Et puis voilà, c'est un peu étonnant le final. Je trouve ça plutôt sympa. Moi, je trouve que c'était très bien pour démarrer le show. Et le dernier petit truc, c'est que quand j'ai entendu, parce qu'il y en a qu'un qui a eu le droit à une musique d'entrée, c'était Apollo Crews. Oui. Et quand j'ai entendu sa musique, je me demandais qui c'était, parce que je l'avais complètement oublié. Et j'ai vu, ah oui, Apollo Crews, il existe. Ouais, le montage était un peu, enfin le montage, c'est pas le même montage, mais ce que je veux dire, le découpage
était un peu étrange parce qu'on avait l'impression, quand j'ai vu Apollo Crews arriver, je me suis dit, ah, donc en fait, il va y avoir genre les vrais, enfin, Ouais. ceux qui ont une chance, tu vois, ils vont avoir leur entrée, et ceux qui ont aucune chance, ils auront pas leur entrée, quoi. C'est ça. Mais finalement, non, Darren Young. Donc voilà, au moins on s'est pas tapé toutes les vignettes pour rien, quoi. C'est ça. Bah, écoute, ouais, je suis content, je partage à 100% hein, tout ce que tu as dit. Moi, dans un premier temps, j'ai été plutôt agréablement surpris de voir un petit changement de dynamique dans l'héros, parce qu'on était plutôt habitué comme d'habitude, à un segment d'ouverture au micro, 15-20 minutes parfois, avec une figure d'autorité, des main eventers qui venaient un petit peu comme d'habitude, dire des trucs pas toujours intéressants pour booker le main event de la soirée. Là, bah, changement total de dynamique parce qu'on arrive limite, on a été presque pris de court. La Battle Royale est sur le point de commencer. Le dernier catcheur rentre, donc c'est Apollo Crews en effet. Donc moi aussi un petit peu surpris de voir que seul lui a le droit au traitement non-jobber, on va dire. Parce que d'habitude, dans les Battle Royale comme ça, ils sont 3-4 à avoir leur musique. Bon là, il y a eu que lui. Ça sent le mauvais calcul de pub ou un truc comme ça, hein. Peut-être mauvais calcul de pub, on ne sait pas. Toujours est-il que c'est finalement assez surprenant de ne pas avoir vu Darren Young en effet rentrer parce que en plus il y avait Bob Backlund. En fait, ça a été annoncé, c'était assez drôle, ça a été annoncé un petit peu complètement de façon aléatoire parce que il y a un moment sur un plan de caméra. On voit le haut de l'épaule de Backlund, on se demande, tiens, on voit une chemise blanche en ringside, et t'as Michael Cole qui enchaîne, qui dit oui, comme vous l'avez sûrement remarqué, nous avons entreaperçu Bob Backlund, le manager de Darren. Donc ça faisait vraiment, après toutes les vignettes semaine après semaine, ça faisait vraiment une arrivée un peu spé. Bon, au final, on a mieux compris à la fin parce qu'il gagne le match. Moi, comme Rickside, je suis assez content aussi sur le fait qu'il gagne parce que ça veut dire que en effet, ces vignettes n'étaient pas vaines et on fait quelque chose de lui, contrairement à comme trop souvent des mecs qu'on tease pendant des semaines. Alors je pense aux Shining Stars par exemple, ou même à d'autres mecs qu'on n'a pas forcément teasé mais qui sont arrivés sans rien faire, type Apollo Crews par exemple, qui est arrivé pendant des semaines n'a rien fait et d'ailleurs continue de ne rien faire. Bon bah là au moins on a un gars qui arrive et on lui donne tout de suite un programme. Donc voilà. D'ailleurs, je suis plutôt là, c'est mon petit moment promotion perso, mais je crois que dans un catch-up précédent, j'avais dit que il y avait probablement avoir sa première feud, ça allait probablement être contre le Miz en attendant que le Miz retourne vers Cesaro, ce que je continue de croire. Donc pour l'instant, moi, ça me va bien. Donc c'est une bonne chose et puis à mon avis on va avoir forcément des petits segments dont tout le monde ne sera pas client, c'est sûr, mais on aura forcément des segments cocasses entre le Miz et Maryse et donc Darren Young et Bob Backlund en manager, donc ça promet des petites promos inoffensives plutôt fun qui vont booker un match à Battleground qui sera je pense classique, mid-card efficace. Donc voilà, simple et efficace, bonne ouverture d'Euro. Et puis bon début de petite feud sympa. D'accord. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est justement, j'ai entendu l'idée en fait c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est sur le podcast de Fightful, qui est donc le nouveau pour ceux qui suivaient Wrestling Inc. C'est le nouveau site de Sean Ross Sapp. Donc sur leur podcast, c'est justement, je crois. Ouais, si ça doit être Sean Ross Sapp qui a dit que ça pourrait débuter, enfin ça serait bien que ça débute une espèce de suite de victoires improbables de Darren Young où à chaque fois il gagne par une espèce de fait un peu comique, un peu genre toujours gagné par dépit oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du finish trop, mais c'est vrai que c'était rigolo. Ça pourrait être pas mal comme gimmick vu qu'il a pas grand chose à part que c'est un gentil gars qui est prêt à tout pour gagner, enfin bref, comme Apollo Crews finalement. Mais donc par la suite on voit alors cette fois-ci j'ai pas vraiment eu le temps de regrouper un peu toutes les bouts de storyline, donc bon on va faire ça un peu à la one again. On voit en coulisses Shane et Steph qui se chamaillent et annoncent l'arrivée de Vince McMahon ce soir pour une annonce spéciale, et Seth Rollins arrive pour proposer de présenter de nouvelles images exclusives de Roman Reigns dans sa nouvelle émission, le Rollins Report, qui est
Donc une référence au Colbert Report, si vous connaissez un peu les late shows américains. Et puis bien sûr, il avait eu toute une petite histoire avec Jon Stewart il y a quelques temps, donc c'était il y a un an et quelques. Enfin bref. Juste à ce moment-là, on rappelle la victoire de Lesnar contre Mark Hunt, si je ne me trompe pas, à UFC 200, et qu'il affrontera donc Randy Orton à SummerSlam. Et Randy Orton sera en interview dans le highlight reel de Jericho à Battleground. On passe donc à Zack Ryder qui est dans les coulisses et qui va voir Rusev et qui lui dit qu'il accepte le challenge du Bulgare que Rusev donc du coup lui avait proposé à au SmackDown dernier. Il lui demande donc un match pour la ceinture US, mais juste à ce moment-là, il se fait attaquer, donc Zack Ryder se fait attaquer par Sheamus par derrière, parce que Sheamus adore attaquer les gens par derrière dans les coulisses, c'est un peu son grand truc en ce moment. Donc voilà, il lui faut un sale coup en le balançant contre une caisse de matériel. Et il lui dit bah t'as un match déjà et c'est contre moi et c'est tout de suite. Donc Ryder contre Sheamus. Zack Ryder domine largement au début avec des dropkicks, clothesline, sa version du brogue kick, je trouve que c'est le Rough Rider. Sheamus gagne quand même, même s'il a pas fait grand chose, juste grâce à un brogue kick. Juste à ce moment-là, Rusev arrive pour mettre la misère à Zack Ryder avant de le bloquer dans l'accolade et lui dire j'accepte le challenge. Donc voilà, j'ai noté, c'est pas confirmé, mais on aura sûrement peut-être un Ryder Rusev à Battleground, oui. Peut-être en dark match, en pré-show. Carrément dark match. Oh bah, non mais je voulais dire pré-show, mais bon, voilà quoi. Ouais. Peut-être parce que, vis-à-vis des, s'ils ont la place sur la carte, quoi, c'est pas une priorité non plus. Mais je suis content pour Zack Ryder, moi. Ouais. Bah pareil, hein. Non, moi je suis surtout content qu'il fasse enfin des intrigues un peu parallèles. Qui monte un truc clairement sur la ceinture US avec en plus la participation de Sheamus. Alors Sheamus qui est apparemment donc le GM intérimaire d'Euro puisque c'est lui qui qui décide qui fait les matchs. Hein. Aujourd'hui c'est toi qui te bats contre moi. Le match il était propre. Je suis content qu'il fasse gagner Sheamus quelque part parce que comme ça au moins il est booké fort. Il faut quand même qu'il soit été champion l'année dernière, lui champion WWE, donc il faut quand même qu'il reste assez costaud. Après Ryder, bon, de toute façon c'est l'underdog. C'est pas Sami Zayn. Et puis Rusev toujours costaud. Pour moi c'est un bon champion US. Hein. Rusev il est en train de redonner déjà un sacré prestige à la ceinture. Non, bon, c'est fait proprement, donc pour moi ça me convient aussi. Ça, c'était sympa je trouve. Pareil, ouais, simple et efficace. C'est comme la Battle Royale au final. Les deux titres secondaires, je trouve, ont eu le soin suffisant dans l'écriture des deux histoires. Voilà, pas la peine d'en faire des caisses non plus, mais quand même un tout petit peu d'écriture pour nous intéresser à tout ce bordel. Donc très bien. Moi, je te rejoins. J'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu as dit sur Ryder et Sheamus. J'appuierai juste sur Rusev. Je trouve que vraiment, en effet, c'est un très très bon champion US dans l'intensité, dans la violence. Il est toujours, il est de plus en plus, je trouve, impressionnant quand il arrive. Il y a une sorte d'atmosphère. On est évidemment à des kilomètres encore de l'atmosphère que peut susciter un mec comme Brock Lesnar, mais on sait quand même que quand Rusev arrive, ça va être la merde pour son adversaire, quoi. Il va envoyer du bois. C'est un mec super violent qui est sans remords, sans cœur. Il en fout plein la tête. Sa nouvelle version de la Collide, très violente, et va aussi dans ce sens-là. Et je trouve lui donne une image de champion heel brut. Dominant, vraiment très très bonne. Donc voilà, je trouve que c'est bien. On va dans la bonne direction avec lui. J'espère que il sera pas, on sera pas en train de discuter de ces jobbers, du fait qu'il va avoir un rôle de jobber dans 4 mois contre je sais pas qui. Mais bon, voilà. Et justement, est-ce que vous entendez ce roulement de tambour? C'est le Jobber's World, le monde des jobbers. Quelle transition.
Dans le monde des jobbers aujourd'hui, assez condensé, nous avons eu Breezango contre les Lucha Dragons, un match que je trouvais assez plaisant pour ses acrobaties. Il y a eu un petit peu de cabotinage de Fandango et un bon botch de Kalisto sur la deuxième corde. Breeze gagne grâce à un roll-up sur Kalisto. Ah oui, non, bon, ça c'est en dehors du Jobbers World, j'en reparlerai après. Social Outcast donc était là aussi. Mais c'était pour un match 1 contre 1 de Heath Slater, le Slater Gator, et il a un match contre Titus O'Neil. Donc officiellement Titus O'Neil est reparti en jobber. Hein. De toute façon, si vous espériez autre chose, vous bercez d'illusions. Victoire de Titus O'Neil par le Clash of the Titus. Notons que Heath Slater a tenu bien 5 minutes dans le ring, sûrement un record dans les dernières années. Donc voilà, c'était juste le Jobbers World, c'était très court et tant mieux. C'est très bien comme ça. Voilà. Voilà. Alors passons à du sérieux. Alors je vais juste rappeler, donc il y avait une petite pub qui rappelle que John Cena participe à une sorte de soirée de récompense de la télé ou du cinéma, je sais plus, ça s'appelle les FC. Et donc voilà, on nous annonce qu'il est pas là. Tintin. Bon bref, on en reparle après. Seth Rollins, donc il arrive pour le Rollins Report. Il montre des images, donc les images choquantes, une interview face à face avec Roman Reigns, et bien entendu c'est un montage total où Rollins manipule les propos de Reigns pour se foutre de sa gueule, donc il reprend des interviews avec Michael Cole et ce genre de choses. Je trouvais ça excellent et vraiment drôle parce que donc il fait en sorte en fait que Roman Reigns avoue que voilà il a honte et en clair il mérite pas d'être dans le triple threat, etc. Donc à ce moment-là, Rollins donc continue à dire voilà pourquoi on devrait faire seulement un contre 1 contre Ambrose parce que voilà Reigns doit être sorti du match, etc. Et donc Ambrose arrive, bien entendu. À ce moment-là, donc Rollins lui dit que Ambrose prend tout à la légère, que tout est une blague pour lui, qu'il veut conserver le triple threat pour avoir l'avantage 2 contre 1, donc Reigns et Ambrose contre Rollins. Et il explique que le conte de fées est fini et que Rollins a toujours été le meilleur avant et après la séparation du Shield. Ambrose dit qu'il aime s'amuser en effet, mais qu'il n'est plus il est plus qu'une blague. J'arrive pas à me lire bien ça. Donc il sort juste après une promo très passionnée où il explique qu'il est le king de la compagnie, le mec sur qui tout le monde compte, il a toujours été le meilleur et maintenant tout le monde le sait. Il rappelle les sauts de sang et les parties de membres qu'il a perdus dans le passé, les kilomètres de merde qu'il a dû parcourir pour arriver ici. Et s'il a réussi à se battre pendant toutes ces années contre les McMahon et tout le reste du roster, il sera aussi motivé pour garder le titre. Il propose donc à Rollins un match 1 contre 1. Et Rollins fait mine que ce sera ce soir à Détroit, mais en fait il se tire juste après et on apprend que ce sera au prochain Monday Night Raw. Un match donc pour la ceinture qui potentiellement pourrait transformer le triple threat en 1 contre 1. Voilà. Bon, c'est très résumé, j'aurais plus de choses à dire là-dessus, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai trouvé que c'est trop long. J'ai pas été particulièrement emballé. J'aime bien l'idée de l'interview qui est trafiquée là par Rollins, mais bon au final j'ai pas trouvé que c'était très très drôle les enchaînements qu'ils ont fait, le montage. Après sur les speeches, j'ai l'impression qu'ils avaient pas la même discussion les deux entre eux, ils ont chacun fait leur speech de leur côté. Et puis ça manque de catchphrase quoi, c'est trop long quoi leur speech. Voilà, j'ai pas été super emballé par ce segment. Ah. Bon, alors moi du coup, je suis un peu à l'opposé. Enfin, je peux comprendre sur la vidéo de Rollins. Bon, moi ça m'a fait rigoler parce que je pense que c'est quand même bien dans son personnage
Et donc ça a été assez efficace pour moi, mais limite je peux comprendre que ça puisse être moins bien accueilli suivant les différentes sensibilités, mais c'était pas le meilleur moment du passage. Mais moi par contre, l'échange après entre les deux, pas forcément celui de Rollins, mais alors celui d'Ambrose, moi j'ai été complètement scotché devant mon écran. La promo d'Ambrose, j'ai complètement adoré ce qu'il a fait. C'est la première fois moi que je voyais Ambrose lâcher une promo comme ça, super sérieuse, mais alors sérieuse dans son style. Il a vraiment un style particulier où il est capable de faire une promo super intense, super sérieux de champion. Genre comme quand Cena switch et dit bon bah allez maintenant j'arrête de rigoler. Cena aussi est capable de faire des promos ultra sérieuses et de changer complètement son attitude. Là Ambrose il l'a fait et il l'a fait vraiment dans son dans son personnage de mec complètement barré lunatique où il lâchait des phrases super longues super sérieuses machin avec pas de catchphrase en effet mais enfin des mots forts des formules fortes et d'un seul coup il s'arrêtait de parler et puis il tournait sur lui-même comme s'il était complètement s'il était au bord de l'explosion quoi. On avait l'impression qu'il allait jeter sa ceinture prendre une barre à clous et défoncer Rollins quoi. Donc c'était limite assez flippant et tu voyais le visage de Rollins se décomposer pendant la promo de son ancien pote en se disant mais oula qu'est-ce que j'ai fait il est en train de devenir fou c'est pas le bon plan donc vraiment moi ça a bien marché entre l'expression faciale et le changement d'attitude de Seth Rollins super narquois avec beaucoup de morgue et à la fin limite avec la peur dans les yeux tu le voyais de voir ce mec en train de je sais pas de réveiller une sorte de bête intérieure je trouve qu'Ambrose était habité pendant cette promo d'une certaine façon dans un style qu'on a rarement vu. Mm. J'ai beaucoup aimé ce passage et je pense que ça peut être vraiment une promo importante pour le personnage de Dean Ambrose. Donc je trouvais ça très efficace. Eh bah, Bah, ouais, vas-y, t'as quelque chose à rajouter hein? Ouais, alors j'ai effectivement hein, la prestation de d'Ambrose elle est très intense, mais si ils avaient raccourci le speech avant de Rollins, s'ils avaient rajouté une catchphrase, Peut-être. là ça aurait fait quelque chose d'historique. Mais là j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau quoi. C'est beaucoup d'efforts pour au final pas grand-chose. Bon, Ok. alors moi qui trépigne Vas-y, d'impatience, lâche-toi, vas-y. Il tourne en rond comme un je dynamo en suis cage. totalement d'accord avec Giscal. Ah. Euh, Yes, on a gagné. je suis totalement d'accord avec Giscal. J'ai envie de dire enfin, enfin bordel. Ça fait des semaines que je dis que Dean Ambrose, il joue au guignol et ça, comment? Ça le mènera pas loin quoi. Enfin, il arrivera pas à être un grand champion pendant des mois si s'il joue au petit malin qui fait des blagues avec sa ceinture et qui prend tout à la légère. Et enfin, il lui en fait une promo où il devient sérieux et où il explique pourquoi. En plus, c'est justifié, c'est ça. Il explique pourquoi c'est du sérieux quoi. Pourquoi il a passé des années à se prendre. Et quand on a suivi la WWE ces 2 dernières années, hein, on a vu le nombre de trucs Ouais. qui s'est pris sur la gueule. Je veux dire, le parpaing la séquence du parpaing avec Ouais, Rollins. ouais, tout à fait. Ouais. Donc enfin, ils lui ont fait ça. Après le passage de l'interview, bon, ça fait rire ou ça fait pas rire. Moi j'ai trouvé ça vraiment marrant et puis le début était pas très bien fait, mais par contre les réponses vers la fin Moi j'ai étaient. beaucoup aimé Seth Rollins quand même dans ce truc où il a Mais vraiment il se foutait de la gueule. c'est du classique. Enfin c'est pas foufou quoi. C'est du classique, mais ça marche toujours. Enfin je préfère ça que il y a des trucs bien plus potaches que ça. Mais ouais mais Ambrose Ambrose franchement c'est hallucinant de dire ça, mais Ambrose a mangé Rollins quoi. Ouais, Et c'était fait pour, je pense. ouais ouais. Hmm. Mais c'est quand même assez rare, même rare. Ça s'est jamais arrivé en fait depuis le début. Et ça fait tellement plaisir de le voir prendre la chose au sérieux et enfin réussir à mêler parce que sa psychologie de mec fou
pour l'instant, c'était vraiment genre le guignol, le mec qui C'était fait très cartoon, quoi. voilà. Et puis même ça se rapprochait plus de la débilité que de la folie, quoi. Genre j'accepte tout le monde, j'accepte que tout le monde vienne me battre, etc. Ouais, mettez-moi 5 adversaires. Enfin, on s'en fout. Enfin, c'est pas ça qui rend un perso Attachant attachant en tout ou cas intrigant, intéressant. etc. Ouais, ouais. Ce qui le rend intrigant, c'est que là, on sent qu'il a un mélange de folie et de rage de vaincre. Mais Ah, là, donc, il a la rage, là. Ouais. donc, Ouais, mais au final, ils ont fait que parler, quoi. Ah, certes. Je veux dire, Oui. s'il avait mis une mandale à Rollins sur la fin, là, j'aurais dit d'accord. Mais finalement, ils ont fait que blablater pendant peut-être une demi-heure. oui, ça manquait peut-être de ça à la fin, mais après, on en voit tellement des promos qui se finissent par une mandale et machin, et on se fout, et le pugilat, et après ils sont séparés. Enfin, je veux dire, c'est tellement courant que maintenant, si c'est pas là, moi, à la limite, ça me va aussi, dans le sens où ça rend aussi la situation plus tendue, tu vois, la tension elle reste là quand ils se foutent pas, ils se foutent Ah, pas mais sérieux. l'autre, il le traite de lâche, etc., etc. Finalement, l'autre, il jappe un peu, et puis c'est tout ce qui se passe, quoi. Alors ouais, En il même fait un temps, peu le foufou, Rollins machin, se mais... tire du ring aussi, hein. Oui. Ouais, bah, c'est assez facile de le Il se tire rattraper, assez hein. vite, hein. Oui, oui, mais bon, tu sais comment ça se passe. Généralement, quand il y en a un qui se tire du ring, il y a toujours l'autre qui se jette par-dessus les cordes, genre, Mm. ah, je t'avais attrapé, ça. Et puis non. Mais surtout là, en fait, ça me rappelle je pense mieux, mais ça me rappelle le moment où j'ai commencé à trouver AJ Styles contre Roman Reigns intéressant, quoi. Il y a eu ce moment, cette Il y a un petit promo, déclic. Mm. voilà. Et là, c'est pareil, tu vois. Là, j'ai envie de voir Rollins contre Ambrose. Là, il y a une semaine, ouais. Enfin, bon match sûrement, hein, mais genre bon match parce que c'est Rollins. Là, j'ai envie de voir ce que ça mène et Ouais. surtout, ça ouvre enfin, ça me met enfin le doute sur la suite pour Ambrose. Bon, après, j'ai lu des rumeurs comme quoi il était censé perdre la ceinture dans pas très longtemps, Ouais, bon, ça mais vaut ce que ça vaut. ça Ouais, laisse au moins la rumeur, porte rumeur. ouverte. Ça laisse au moins la Mm. porte ouverte, alors que franchement, il y a une semaine, je pense qu'on aurait demandé à n'importe quel fan, est-ce que Ambrose va rester champion pendant quelques mois, et tout le monde dit non. Non, enfin, c'est un champion du public, mais c'est pas un champion du ring, quoi. Mais Ouais. l'info quand même, enfin, du coup, c'est que tout ce que tu dis là, et ça sème le doute, c'est que la semaine prochaine, à Raw, on va avoir Mm. un match pour le titre. Ouais. Parce que finalement, c'était pas ce soir, parce que non, c'est mes conditions, machin, mes conditions, mon lieu, mon moment pour Seth Rollins. Bon, bah manifestement, ces conditions, c'est la semaine prochaine. Et ça peut être plus intéressant que ce qu'on pourrait croire. Moi, je suis pas sûr à 100% que il y ait pas une issue complètement inattendue à ce match-là, parce que c'est vraiment la construction est vraiment bizarre. Je suis assez intrigué par ce qui va se passer. Ouais, je vois pas pourquoi ils ont foutu ce match-là Ouais. à ce moment-là. Hein. Je vois pas. C'était pas nécessaire de faire ce match, et du coup, le fait qu'il soit là et avec cette promo et toute cette intensité, cette folie là, je me dis que, enfin, j'ai très hâte quand même d'être lundi prochain pour voir ça. Moi, le mieux qu'il pourrait faire, d'après moi, c'est Rollins bat Ambrose sur une avec une petite tricherie ou je sais pas quoi. Et ensuite Rollins contre Reigns à Battleground. Rollins regagne sur une tricherie et ils refont le triple threat. Ah, tu penses que le fait que Rollins gagnerait lundi prochain annulerait le triple threat de Battleground? Parce Bah que ça, je pense pas. ah non, Mm. ça l'annulerait pas. Non, je pense pas. Ah, c'est vrai que j'avais calculé ça comme ça. Bah, pour le coup, alors du coup, ça sert pas à grand chose, quoi. Bah, Mais c'est pour ça que c'est c'est la bizarre. question. Mais C'est pour ça que c'est bizarre. est-ce que Reigns il peut revenir lundi ou il est suspendu Ah, je non, pense non, pas, hein. je crois que c'est Non, 2 jours avant. c'est c'est vraiment, 2 jours il avant, revient hein. 2 jours avant. Bah, je Par sais contre, pas, tu peux ouais, imaginer, ils font imaginer le triple threat avec du coup un autre champion, et ce qui laisserait d'autres possibilités encore. Je sais pas. C'est pour ça que lundi va être assez, je sais pas, va être assez intriguant. Alors, on va passer à la séquence la plus originale de ce Monday Night Raw. Les New Day contre les Wyatt, filmés dans la campagne. Ah, oui.
si vous avez suivi un petit peu le buzz autour de la rivalité des Hardy à la TNA et The Final Dilation. Ça m'a poussé à me renseigner. J'aurais préféré ne pas me renseigner. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, Voilà bien ce entendu, que tu loupes chaque semaine quand allez- tu ne suis pas la TNA. ouais, Ouais, je comprends pourquoi. allez regarder ça. Hein, vous verrez, de toute façon, il y a déjà des millions de vues. Enfin, Ouais. je pense au moins des centaines de milliers. Donc voilà, c'est juste un combat dans une espèce de prairie de nuit où ils se font face à face au début. Après, ils se battent avec des seaux, avec des, je crois que des couvercles de poubelle ou je ne sais pas quoi. J'ai vu une hache. Ah, il y avait une hache aussi. Mm. Et, Bon, tu peux le dire que c'était de la merde. Hein. Mais le souci en fait, attends, 2 secondes, je bois un coup. Le souci, c'est déjà d'avoir parodié enfin pas parodié un truc, mais d'avoir copié un truc qui date de quoi, 1 semaine et demie, 2 semaines. Enfin, je veux dire les gars, c'est bien, enfin s'inspirer, je suis pas contre. Mais faites ça, genre prenez le temps et puis ayez des idées quoi. Là c'était juste une copie de donc de The Final Dilation des frères Hardy qui est donc sur le même principe, à part que eux ils parlent et que ils sortent vraiment de la merde. Enfin, c'est dire sans déconner, The Final Dilation ça commence par Matt Hardy qui joue du violon pour invoquer son frère. Non, mais mec, c'est le truc. Enfin, du coup, ça m'a poussé à me renseigner parce que manifestement c'était un hommage, mais enfin, genre en fait, toute la drogue qu'il avait pas chopée sur sa dernière suspension de Jeff Hardy, il l'a filé au booker qui ont écrit ça. En fait, c'est incroyable. J'ai jamais vu un truc comme ça. Hein. C'est digne des plus grands nanars des années 70, 80. C'était incroyable. Mais ce qui est... limite, faut le voir juste pour le voir, enfin pour voir quoi, l'étendue de la folie quoi. Mais au moins c'est assumé et ça. Ah bah, j'espère que c'est assumé. Non mais dans le sens. Je suis pas sûr à 100% que ce soit assumé. Hein. Non mais ce que je veux dire c'est que. Laissons Hank enchaîner. Ce que je veux dire c'est que franchement pour regarder cette séquence des New Day contre les Wyatt vous devez regarder The Final Dilation. Parce que sinon Dilation c'est plus marrant c'est sûr. Ouais voilà. Et puis surtout vous comprenez ce qu'ils ont retenu. Et ce qui était bien, ou du moins ce qui vous a fait marrer dans le premier, dans l'original donc de la TNA. Donc ce qui était drôle, c'était le côté n'importe quoi, over the top comme ils disent, ou enfin les feux d'artifice, la croix qui brûle, enfin pas la croix, le truc, je sais plus ce que c'est, la statue d'alien. Le jardinier mexicain. Et ils ont enlevé tout ça en fait de la WWE. Ils ont enlevé tout ce qui était drôle. Ils ont enlevé tout ce qui était too much. Et ils ont gardé juste une espèce de bataille. Ah oui, et je vous ai pas dit. Ils filment ça avec un filtre dégueulasse. Filtre sépia un peu jauni là. Avec un caméraman qui a Parkinson pour rajouter un petit peu encore de manque de visibilité de l'action. Donc en fait on n'y comprend rien franchement. On regarde le truc et le montage est épileptique. Il n'y a pas une séquence qui dure plus de 2 secondes. Enfin c'est ça exactement. Non mais voilà, les mecs se sont dit genre oui, je pense que ça va faire kiffer notre public de regarder un 3 contre 3 dans le noir avec des changements de plan non-stop, avec un filtre flou où on voit rien. Ils se sont dit ça va les faire kiffer. Je sais pas. C'est le gros problème, c'est que on voit rien, c'est illisible. On voit rien, on comprend rien. On sait, voilà, on en saura pas plus là-dessus, voilà. Et le pire, c'est que personne ne gagne. Bah c'est ça. En plus, ça sert un peu à rien, quoi. Oui, parce que juste pour raconter la fin avant qu'on en reparle. Donc voilà, ils se mettent sur la gueule tout ça et à la fin ils se retrouvent 3 contre 3 face à face et à ce moment-là il y a les lucioles qui arrivent autour d'eux et qui encerclent donc le New Day. Enfin New Day donc du coup les Wyatt. Et ça coupe là en fait. On sait pas ce qui se passe après et puis et bonne soirée.
Et puis ils Voilà. vont tous bien quoi. Enfin ils vont tous Ouais. bien. Ils sont tous debout. Il y en a pas un qui a été enlevé. Il y en a pas un. À un moment on Mm. fait semblant que Xavier Woods je crois que c'est Xavier Woods qui le fout dans la bagnole et tout. J'ai eu peur pour lui, hein. Ils vont l'emmener, hein. Et puis, finalement, non. Hein. Ils vont Finalement, il revient. ils vont l'emmener et l'habiller en éboueur comme Daniel Bryan. Voilà. Ou en faire Sister Abigail, quoi. Mais, bon. C'était pas bon. Je sais pas, tu voulais ajouter quelque chose peut-être encore ou pas du tout? Moi non. Non, mais bon. Après, moi, je suis pas sûr à 100% que ce soit une copie du Final Dilation parce que ça n'a pas été filmé, je pense, la semaine dernière. Hein. Ça doit remonter un peu plus longtemps. Ouais, c'est ça. Et je vois plus ça Le peut-être. timing est quand même dingue. Ouais. Ouais, là, un peu problème de calendrier. Après, je vois peut-être plus ça comme une tentative de faire quelque chose qui ressemble à ce que fait la Lucha Underground. Mais bon, au final, c'est loupé, donc voilà, c'est une perte de temps. Je sais pas ce que chantait le public quand on est revenu à l'écran, mais Ah oui, je sais pas. finalement, j'ai entendu ils avaient rien à foutre de tout Ah ça, non, parce que mais c'était visible et puis. C'était visible, oui, parce que j'imagine que ça a dû être projeté sur grand écran Voilà. dans le stade, Mm. et je ne vois pas comment tu peux sortir quelque chose des images, quoi. Ouais. Ouais. Puis en plus eux ils ont un tel lumière aussi tout autour. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Mais- puis, Si, tu supposes, quoi. Tu supposes qu'ils se sont foutus sur la gueule, et tu supposes que, voilà, tu supposes. j'ai trouvé que Braun Strowman il fait peur quand même, Torse Oui. Paul. Ça, on a la Oui, c'est vrai, il je fait me suis dit pour les gosses qui regardent des vraiment petits, ça a dû faire flipper quand même un petit Ouais. peu. C'est vrai, le seul moment impressionnant de la séquence, c'est le moment où je crois ils sont, enfin les New Day ils sont un peu tous à terre et on voit Braun Strowman devant une bagnole en train de faire mode rage. Voilà. Non, pour un très jeune gosse qui regarde ça, je sais pas, qui doit avoir 5-6 ans, ça peut faire flipper, je pense. Mais de toute façon, à chaque fois qu'ils font des segments comme ça vidéo, généralement c'est de la merde, hein, donc ça change pas, hein, ça suit la règle, on va dire. Ouais, mais alors moi autant tu dis ils ont dû filmer ça il y a un bail, mais je me dis c'est tellement brouillon. Enfin, je veux dire, le truc le plus travaillé dans cette séquence, c'est juste le montage. Mais sinon, la séquence en elle-même, tu réunis quelques bagnoles au milieu d'un bois, tu mets deux trois genre des sauts et des conneries pour se taper dessus et Ouais, mais c'est la WWE, hein. Je pense pas qu'ils ont envoyé un caméraman pour filmer ça. Il doit y avoir une grosse équipe. Ils ont dû louer un truc 3 mois à l'avance. C'est pas des amateurs non plus, hein. Quand ils font quelque chose, c'est toujours dans les règles, c'est carré, hein. Donc. excusez-moi, mais The Final Dilation, c'était plus impressionnant. Hein. Ouais, non, j'en dis ce qu'on vient pas, hein. Mais. Bon, bref, on va... Ouais, voilà quoi. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qu'ils ont copié en voyant Final Dilation et dit on va faire la même chose la semaine prochaine, ça me paraît un peu. Ce serait bizarre. Voilà. Par contre, le fait que ce soit inspiré peut-être parce que se fait la Lucha Underground, voilà, je pense que c'est une tentative d'essayer un truc qui va un peu dans le mystique, dans le bizarre, mais bon, ça a jamais fonctionné ça à la WWE, donc. Non, c'est pas leur créneau. Voilà. C'était une tentative, c'est loupé, ça arrive, hein. Voilà. Allez, C'est raté. On va revenir au vrai catch quand même. Voilà. Kevin Owens contre Cesaro. Donc Sami Zayn est au commentaire au départ, mais Kevin Owens demande en coulisses à Stephanie McMahon de le virer, car ce n'est pas un environnement sain pour catcher si Zayn lui saute dessus à la première occasion. Donc lorsque Sami Zayn se fait prendre par la sécu et remonte le long du public vers le Titan Throne, Kevin Owens arrive et le nargue un peu et forcément il commence à se battre vaguement, Voilà. mais Là, eux ils se foutent sur la gueule, vous voyez? Comment ça se passe? J'étais sûr que t'allais dire. mais donc ils sont séparés par la sécu et donc le match commence. Cesaro prend, enfin alors je vais parler de quelques spots. Cesaro prend Owens dans ses bras et fait une souplesse assez lente, mais quand même faire une souplesse sur Kevin Owens, c'est quand même assez Toujours hallucinant. impressionnant. Il fait aussi une sorte de front flip sur le bord du ring sur Owens qui était devant la table des commentateurs. Un truc que j'ai trouvé assez inhabituel et ils se battent dehors. Owens le balance dans la zone du timekeeper, puis il le ramène dans le ring, lui met un senton.
Ça fait un compte de 2. Désolé. Cesaro réussit à revenir en portant Owens en l'air pour alors oui, donc je sais même pas ce que c'est cette prise, mais à un moment il l'a porté comme ça en l'air et puis il l'a fait retomber et lui mis une suite d'uppercut. Owens réussit à caser un punch pour reprendre le dessus et un neckbreaker très violent pour faire un tombé de 2,5. Le Swiss Superman tentera ensuite un springboard uppercut, ensuite un crossbody, mais à chaque fois il arrive pas à faire le tombé de 3. Et j'ai noté, il y a beaucoup trop de spots dans ce match en fait. pour le résumer, Owens gagne grâce à une prise un peu particulière. Pareil, je connais pas le nom. Il prend Cesaro sur son dos et ensuite il lui fait faire un quart de tour. En fait, il le balance en l'air en faisant un quart de tour et il lui fait le tomber pour la victoire. Donc on va parler ensuite de ce qui se passe, la petite intervention qui se passe juste après, mais juste le match que j'ai trouvé excellent. Ouais, Ouais, très bon match. Hein. Voilà, c'est le match de la soirée. Hein. Et que c'était pas le main event, mais ça aurait pu être placé en main event s'il n'y avait pas eu la suite. Non, bah toujours voilà, Kevin Owens le patron, Cesaro le patron. Voilà, c'était très très bon comme match. Le finish un peu original, hein, parce que pas de pop-up powerbomb. Ou le frog splash même. Ouais, même pas de frog splash. Voilà, une nouvelle prise. Non, rien à redire. Hein, non, ça c'était très très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, bah oui, enfin rien à dire sur ce match. Hein. Puis on s'y attendait quand on a vu les deux rentrer. Il y avait aucune raison que ça se passe mal. Donc non, excellent. Moi j'adore les deux dans le ring. Surtout, moi Kevin Owens. Bon, on se répète chaque semaine, hein, mais moi il m'impressionne, et je le répète chaque semaine parce que je trouve que c'est légitime en tant que fan exclusif de la WWE qui n'a jamais connu le passé de Kevin Owens. Justement, mon avis, je trouve qu'il est assez révélateur peut-être, enfin en tout cas peut-être plus révélateur que du talent du mec, parce que moi c'est vrai que depuis que je le vois, je comprends pourquoi ce gars-là a eu une carrière exceptionnelle et continue d'avoir une carrière fantastique ici, puisqu'il est vraiment extra quoi, dans tous les aspects du catch. Pas que technique, hein, aussi. Pas que technique, il sait varier les styles. C'est juste impressionnant de voir un mec de son gabarit faire des moves de la troisième corde, des moves au sol, des moves de courir dans le ring super rapidement. Enfin, et puis au micro, il est juste génial. Dans son attitude, il est juste génial. Enfin voilà, moi je suis complètement fan et c'est le genre de catcheur qui me fait regretter finalement de ne pas m'être intéressé peut-être plus tôt à d'autres fédérations quoi. Il est vraiment génial. Et justement, Owen est totalement d'accord avec toi, Giscal, puisque juste après, il vient piquer le micro de Byron Saxton pour dire que il y a beaucoup de blabla sur le draft et qui serait le meilleur choix pour les GM dans les 5, dans les 10 premiers. Il précise que lui c'est le full package, il a le talent dans le ring et il sait commenter, bref il est le meilleur partout. Et il se fait couper dans son speech d'auto-congratulation par Sami Zayn, qui était dans le public. Hein. Sami Zayn, il se faufile partout. Donc voilà, Cesaro récupère Owens sur le ring, parce que Sami Zayn balance Owens sur le ring, et donc Cesaro le prend pour un Cesaro swing totalement gratuit. Et donc voilà, c'est la fin de cette séquence qui était plutôt j'allais dire plutôt marrante. Oui, c'était plutôt marrant. On va passer à une promo en coulisses de AJ Styles et le club. AJ Styles se moque de Cena qui n'est même pas là pour la soirée, car il est donc, on le reprécise, au gala des SPs. Et ils disent qu'après leur match contre Enzo et Cass, donc ils ont un match, le club Gallows et Anderson contre Enzo et Cass, ils iront à Los Angeles là où se déroulent les SPs pour beat up John Cena, ou dérouiller John Cena. On passe au match, donc Gallows et Anderson contre Big Cass et Enzo Amore,
Cass et Amore sortent une promo sur le fait que le club est une bande de lâches qui se battent uniquement lorsqu'ils sont en surnombre. Et donc ils sont soft. Cass précise que lui et Enzo veulent aussi la place de Cena en haut de la montagne. Mais qu'ils la gagneront à la régulière. AJ Styles précise que John Cena n'est pas là ce soir pour aider Enzo et Cass. Et donc qu'il n'en a rien à foutre des genoux de NXT. Le match donc. Enzo Amore a enfin l'occasion de catcher un peu, même s'il se fait dominer pendant très très longtemps. Forcément, il est contre deux monstres qui mesurent quasiment 2 mètres, donc ça va être difficile. Comme d'habitude, donc Cass arrive en mode Superman. Au bout de 5 minutes, il balance Anderson avec un slam. Ensuite, Enzo et Cass tentent un badaboom shakalaka. Gallows réussit à briser le tombé. Et à ce moment-là, Styles profite du fait que Cass était en dehors du ring. Il venait d'essayer d'attaquer. Je sais plus qui essayait d'attaquer, mais bref, il était tombé en dehors du ring. Et au moment où Cass se relève, Styles le balance au-dessus d'une barrière dans le public. Et l'arbitre, le référee signale IndyQ. Le club s'est réuni autour d'Enzo Amore pour le détruire. Mais à ce moment-là, Big Match Johnny arrive pour sauver la situation une nouvelle fois. Et il y a une énorme pop pour John Cena, sûrement parce que le public pensait qu'il était vraiment pas là, parce qu'on nous a quand même vendu pendant les 3 quarts du show qu'il était au ESPYs à Los Angeles, et puis avec des tweets, donc ça ne mentait pas. On le voyait avec l'équipe des auteurs pour je sais plus, je crois qu'ils font peut-être des sketchs ou c'est ouais, je pense que c'est ça, ouais, des sketchs, des trucs comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence? J'étais surpris de l'intervention de Cena, moi. Parce qu'on dit toujours qu'il laisse toujours ses copains crever quand il est en partenariat avec les autres. Et là, il débarque pour les sauver. Je trouvais ça un peu étonnant. Mais bien sympa. Non, le reste, ça fonctionne bien aussi. Le match en lui-même, rien d'exceptionnel. Mais bon, c'était plutôt bien fait. Je suis toujours un peu embêté parce que Karl Anderson, il fait rien du tout dans les matchs. C'est dommage qu'il le book comme ça. Et puis sinon après c'était propre. Il y a un bon quand Cass est envoyé dans le public, c'était assez violent, c'était pas mal. J'ai bien aimé AJ Styles toujours au micro. Grosse aussi promo de Cass. Enzo aussi, il est super quand il se retrouve entouré par les trois là, à les regarder avec son regard de fou là, à attendre de se faire piétiner. Non, je trouvais que tout fonctionnait, moi, donc pour moi c'est bon aussi. Et donc on rappelle, ça sera un 3 contre 3 à Battleground, Cena, Enzo Amore et Cass contre le club et AJ Styles. Ouais, ce serait bien qu'il se lève un peu le cul pour le match. Pas qu'il nous fasse un truc qui soit du niveau d'un weekly, quoi. Ce serait bien qu'il fasse des trucs un peu sympas, mais généralement les Team Soft, quand ils sont en pay-per-view, ils arrivent à faire le show, donc je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, quoi. Giscal, il est mort. Giscal est parti. Giscal est parti faire des pâtes. C'est la malédiction des pâtes. Ah, j'étais en mute. Aïe aïe aïe. Ah. Non, j'avais commencé à dire que exactement. Encore une fois, je suis très d'accord avec cette vision-là, puisque on a du simple et efficace, encore une fois, pour un match. On leur demande pas grand-chose au final, au booker. Juste finalement des choses cohérentes, un peu de baston bien senti pour vous donner envie de voir le match qui s'annonce au pay-per-view. En plus de ça, retour surprise de Cena, en effet. Moi, j'ai été également très surpris et très heureux de le voir débarquer. Pour la simple et bonne raison que, Los Angeles et Détroit, c'est pas la porte à côté. Généralement, quand il est en mode public relations à faire des interventions dans des émissions, il le fait vraiment et il est pas là. Il est juste pas là, donc il y avait pas de raison de le voir débarquer.
Donc c'était très surprenant, belle pop. Et puis après voilà sur le match en tant que tel, pas grand chose à dire. C'était relativement solide. Big Cass continue d'être quand même la star de l'équipe sur les deux. En termes de booking, hein, c'est quand même assez flagrant. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça me dérange pas. J'ai bien aimé le côté, voilà. Je trouve qu'ils font une bonne petite faction à trois là, le club, à la fois vicieux, violent, détestable. Ça marche plutôt bien. Le public réagit bien et a complètement lâché les encouragements sur AJ Styles et tout. Donc c'est la preuve que ça marche bien. Et puis autre chose. Bon voilà, parce que moi c'est vrai que sur les premiers épisodes, j'avais beaucoup décrié la qualité de promo de AJ Styles. Je continue à croire que, à mon avis, en face, ça doit peut-être pas être aussi efficace que ça, mais en tout cas, son personnage de heel connard, connard détestable comme ça, enfin il le tire vraiment très très bien. Il a une vraie tête à claque quand il parle avec ses potes et déjà la promo de la semaine dernière quand ils ont dit toutes les occasions auxquelles ils aimaient beat up John Cena. Là, il continue. Je pense que ça va être un peu le leitmotiv de la feud. Quand ils sont là avec leur petit sourire, on a envie de leur foutre une claque. Donc voilà, il est vraiment bon. Il me surprend. Donc c'est pas mal du tout. Et puis sinon par rapport au match de dimanche dans 2 semaines, donc c'est pas ce dimanche-là, c'est dans 2 semaines. À mon avis on va bien se marrer. Ils ont bien hypé quelque chose qui est une transition vers un futur Cena Styles, donc c'est bien. Voilà, très très content, très solide. D'accord. Et moi je trouvais ça sympathique, ça m'a pas marqué plus que ça cette séquence, mais bon, on verra on verra le match. Après le truc aussi c'est que comme il y a pas vraiment d'enjeu pour l'instant dans toute cette histoire, on verra vers quoi ça va bifurquer. On espère un retour du AJ Styles contre Cena, mais ça va être compliqué quand même de le séparer du club Styles, donc on verra. On va passer aux filles. Oh. Une promo de Sasha Banks en coulisses avec Renee Young. Oula, j'ai plus de voix. Elle dit qu'elle n'a qu'une idée, détruire Dana Brooke. Parce que la semaine dernière, Dana Brooke l'a empêché de faire mal à Charlotte, je crois. Enfin, elle l'avait prise dans le Bank Statement. Donc voilà, on a un match Dana Brooke contre Sasha Banks. J'ai remarqué que Dana Brooke a enfin arrêté de se maquiller avec un pot de peinture, donc c'est déjà une bonne chose. Elle s'enfuit à la moindre menace de Sasha Banks. Le match est assez moyen avec Sasha donc qui tente à un moment un crossbody, ça fait un tombé de 2, elle tente un setup pour le bank statement, mais Dana ne le scelle pas du tout. Alors c'était assez étrange comme séquence. Si vous voyez le bank statement, normalement elle prend la fille par derrière avec les genoux sur le dos. Et juste à ce moment-là, en fait, Dana est pas partie vers l'arrière. En fait, elle est restée le long des cordes. Et donc Dana en plus en profite pour se retourner et lui foutre une clothesline, donc c'est la cerise sur le gâteau. Mais juste après, Sasha refait une tentative et elle réussit cette fois-ci à la caser dans le bank statement. Dana Brooke essaye de rejoindre les cordes, mais Sasha Banks fait un petit mouvement que j'ai trouvé bien sympathique, puisqu'elle se repousse avec ses pieds sur les cordes pour éviter que Brooke casse la prise. Et donc nous avons une victoire de Sasha sur Dana par soumission grâce au big statement. Charlotte applaudit mais dit que Sasha ne méritera son match son match pour le titre que si elle prouve qu'elle peut battre une seconde fois Dana Brooke. Donc elle devra le faire au prochain Raw. Voilà. Donc c'était long, c'était mauvais. Voilà. Dana Brooke, comme j'avais dit, elle a rien à faire là. Voilà, elle a gâché le match au final. Et puis les promos étaient nuls. Tout ça pour qu'ils nous refassent le même match. Alors je sais pas si c'est à SmackDown ou si c'est à Raw. C'est encore à Raw la semaine prochaine. C'est à SmackDown. Ah, okay. c'est à SmackDown la ouais. revanche. Ouais. Bah oui, tant qu'à c'est faire. déjà passé du coup. Je l'ai pas vu. Mais... Ah, autant pour moi. Là, ça a été enregistré.
Bon, on sait déjà que c'est Sasha Banks qui a gagné. Hein. Oui, je pense. Il y a eu une disqualification, mais en tout cas, c'était très mauvais. Voilà, il faut pas qu'il continue comme ça parce qu'il y avait rien à retirer de tout ça. Hein. C'est le Dana Brooke, hein, voilà. J'avais dit que tant qu'elle serait dans le ring, ça fonctionnerait pas. Ben effectivement, ça fonctionne pas. Moi, c'est voilà. plus que Dana Brooke avec qui j'ai un problème parce que Dana Brooke, bon, on sait qu'elle a pas la technique, etc. Mais moi, j'ai un problème avec Sasha Banks, enfin avec les promos de Sasha Banks. Elle a rien à dire. Elle a Bah, vraiment. je suis assez d'accord. Ça m'a perturbé cette semaine, sa promo. J'ai trouvé, je m'étais déjà fait la remarque la semaine dernière et je suis assez d'accord. J'ai un sentiment un peu mitigé sur ces promos. Elles sont un peu vides. Je trouve, c'est vrai, c'est beaucoup de, avec son petit ton un peu nasillard. Ouais, là, parce que à la base, c'est un personnage heel et Oui. il la sort comme face direct. Et son du petit coup, côté ça, chat, voilà, genre, c'est ça, avec ses c'est. mimiques, genre ouais, mais qui t'es toi pour me parler, hein, Mm. enfin, ça fait très, ouais, je sais pas, ça fait très un peu ghetto hip-hop là, les petites, Bah, c'est ça son nanettes personnage à la de base. rap, Mhm. de clips de rap US et genre je sais pas, elle dit pas grand chose. C'est vrai que c'est un peu, je suis un peu déçu aussi à ce niveau-là. Ouais, puis elle fait encore une référence à Snoop Dogg. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. Oui, De ça toute va. façon, Quoi. son cousin, hein, on précise. elle s'est révélée dans le ring, hein, NXT. C'était pas dans ses promos, hein. Dans ses promos, elle était aussi assez transparente à l'époque, hein. Mais faut juste qu'il lui donne un match et à partir de là, elle va mettre le feu. Mais pas face à Dana Brooke. Là, ça a duré, je sais pas, il a duré combien de temps le match? Un quart d'heure au moins. C'était interminable. Hein. Oui, c'était beaucoup trop long. Et il y avait rien à voir, quoi. Donc Elle avait voilà, passé. faut pas qu'il continue comme ça, hein, tout simplement. Faut qu'il trouve une autre adversaire ou qu'elle aille voilà se fighter avec Charlotte, qu'on en finisse. Mais là, c'était loupé de bout en bout. Hein. C'était 0.1. Elle avait passé, je pense, une étape quand même au niveau des promos quand elle était contre Bayley, quoi. Où elle avait vraiment bien vendu C'était la cette rivalité en elle-même qui était. Mais après c'était aussi une rivalité qui se basait simplement sur la compétition et pas vraiment sur quelque chose de personnel. C'est ça. Donc, et puis elle était heel face à Bayley. C'était pas la face. Hein. Et là, c'est mal joué. Comme souvent quand il faut monter les gens d'NXT, ils s'en mêlent les pinceaux et puis voilà, il se passe un an où ils font n'importe quoi avec, puis après ils repartiront sur de bonnes bases. Mais on verra bien. Mais donc voilà, s'il vous plaît, écrivez un minimum de comment dirais-je, enfin donnez un minimum de raison à Sasha Banks d'être contre Charlotte, à part juste pour avoir le titre, voilà, parce que elle fait des très bons matchs, hein, Sasha Banks, mais voilà, ça reste. Ouais, puis même la promo de Charlotte était pas bonne non plus. Hein. C'était nul. Ouais, Charlotte. Après, Charlotte a vraiment un style. Enfin, non seulement des moments elle se merde complètement dans ses promos, mais en plus elle a un style de promo qui franchement plaît pas à tout le monde. Moi, ça me va. Hein. Moi, j'aime bien, mais elle a un truc très particulier qui est entre le narquois et le un peu mal à l'aise des moments. Mais bref, on va passer à la séquence la séquence McMahon. Tout simplement. Voilà. Le main event. Vous ne l'aviez pas eu au début du Monday Night Raw, donc vous l'avez à la fin. Un bon 30 minutes que je vais vous résumer en 4 phrases. Shane, Stephanie et Vince donc viennent sur le ring. Papy McMahon dit qu'il veut une vraie bataille entre les deux et décide finalement au bout d'une longue conversation d'assigner SmackDown à Shane McMahon et Monday Night Raw le flagship. Donc il souligne bien que Monday Night Raw, hein, c'est bien le show le plus important, ce qui est un peu con, hein, quand on met quand on met c'est pas forcément la meilleure stratégie. quand on met son second show en live et qu'on dit que attention, va y avoir de la concurrence, et juste après on dit ouais mais attention, hein, Monday Night Raw ça reste toujours le truc intéressant. Donc bon, c'est un peu débile, mais bon. Il précise donc aussi que Monday Night Raw, le flagship, durera bien 3 heures, hein, toujours 3 heures. Donc je pense aussi qu'il sous-entend que SmackDown ne durera pas 3 heures par là. Mais il précise aussi
que il y aura un GM pour les aider. Donc ils ne sont pas GM en fait. Ils sont commissionnaires ou je ne sais pas quoi. Enfin responsables. Mais en clair, tout ça va permettre à Shane de prendre encore plus de vacances. Hein. Donc ils devront choisir leur GM la semaine prochaine à Raw si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois, hein, c'est ça. C'est Raw. Et après, J'ai SmackDown, cru ce sera le draft. Ouais, tout à fait. Voilà, ça résume la séquence et je vous jure, ce que je viens de vous raconter a duré 25 minutes quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'était un peu long. C'était très très long. Les mecs qui ont payé C'était leur place, très long, ils devaient putain. casser des dents quand même. Ouais, il devait un peu grincer dans ça pour main event. C'était un peu long et puis surtout ça tombe un peu à plat parce que on s'attendait, enfin, on s'y attendait sans s'y attendre, mais on s'attendait peut-être à autre chose quand même que finalement. Finalement on a eu l'évidence, à savoir qu'ils vont être chacun commissionnaire et donc pas GM de chaque show. Donc en effet, Shane McMahon sera à SmackDown après tout un teasing. Oui, donc qui va être commissionnaire de SmackDown? Bon c'est Shane. Ah oui, mais par contre Stéphanie tu seras commissionnaire de Raw. Donc voilà, c'est un peu la facilité. Voilà, 30 minutes pour annoncer ça, c'est un peu long, ça c'est sûr. Moi après, je retirerai du positif parce que j'aime bien. J'aime bien en tout cas le concept commissionneur plus GM. Je pense que ça peut donner de bonnes idées. Et ça peut donner une vraie identité et une vraie dynamique de compétition aux deux shows. Donc ça peut être sympa à suivre. Ça peut me pousser à re-regarder SmackDown de façon active. Et j'ai bien aimé notamment, je crois que c'est sur le forum, c'est Amiral Armbar, je crois, qui avait proposé des combinaisons, à savoir que on pourra avoir par exemple Daniel Bryan en GM de SmackDown avec Shane et Paul Heyman en GM de Raw avec Stephanie. Dans les deux cas, ça collerait bien et ça donnerait vraiment un côté show face, show heel avec du coup des grandes possibilités de compétition inter-promotion comme à l'ancienne, avec des vraies rivalités un peu méta qui seraient très cool. Et puis en plus sa proposition aurait plutôt du sens parce qu'on a souvent vu par le passé. Paul Heyman est un peu le petit chien ou le petit lèche-bot de Stéphanie, donc ça pourrait être rigolo. Voilà, bon, c'est le seul positif que je retirerais de ce segment et qui est plus dans le domaine de la supposition encore, parce que sinon sur ce qu'on a appris lundi, pas de quoi vraiment s'exciter. C'était relativement plat pour un segment de main event de 30 minutes. Voilà. Ouais. Moi, ce qui m'a un peu déplu, c'est le constat d'échec de Vince McMahon qui arrive et qui dit moi je m'attendais à ce qu'il y ait du sang et tout ça, Oui. et c'est un peu ce qu'on s'attendait tous aussi, et au final il s'est rien passé. Donc c'est quand même ça veut quand même dire que ça fait un mois qu'ils font de la merde et qu'ils l'admettent quoi. Shane McMahon super populaire, je comprends pas pourquoi, parce qu'au final il a rien fait. Non mais justement, désolé de te couper, mais Vince a sorti un peu ce que, enfin tous les gens qui sont pas gros fans de Shane pensent. Il dit le public est en train de chanter pour toi juste parce que t'as sauté d'une cage à 10 mètres de hauteur. Il a tellement raison. Ouais. C'est vrai que c'est un peu terrible quand même. C'est voilà le constat de vérité qui sort de Vince, et et puis c'est ce qu'on s'est mangé là depuis quelques semaines. Donc c'est un peu facile, c'est un peu le constat d'échec. Ça se voit que peut-être qu'ils étaient plus occupés à s'occuper du draft que, même si ça a pas l'air d'être trop préparé non plus. Et le fait qu'il soit commissionneur et GM, moi je pense que ça va se terminer par le fait qu'on va pas les voir pendant un mois après que le draft soit fait. C'est aussi une façon en effet cachée de dire que voilà, ils seront peut-être pas 100% à l'antenne. C'est ça. Et ça je le sens gros comme une maison, qu'une fois qu'ils auront fait le draft, ils vont partir en vacances parce que c'est août, et qu'on les verra pas pendant jusqu'à la rentrée, je pense. Mais après ça, pourquoi pas? C'est pas trop. Pourquoi pas? Le problème, c'est quand ils font une promo là d'une demi-heure, encore une fois sur les McMahon qui sont là depuis 15 ans. À la limite, ils auraient pu mettre un match et faire ça plus court, quoi. Si tu sais qu'au final, il y a forte chance que ça aboutisse pas à grand chose. Je pense que c'est quand même dommage de plomber le main event avec un. Oui, alors ça je suis sûr qu'on aurait pu le faire en milieu de show, je suis d'accord. Mais à la limite, ça me dérange moins que ce soit une façon détournée, camouflée de leur donner un petit peu plus de temps libre, parce que
en soi, à mon avis, on va retomber dans la dynamique où on voit, bah voilà, en fait, c'est Vince qui est le CEO, enfin CEO, je sais pas quoi enfin ou plutôt Triple H. Enfin, on n'est jamais très au clair avec leur organigramme, mais en tout cas, il y a un mec qui est vraiment au-dessus. C'est Vince qui décide. Hein. Oui, voilà, c'est Vince qui décide, mais du coup, qui est là de temps en temps. C'est lui qui a les commandes, mais il est là de temps en temps juste pour s'assurer de la bonne marche. Il vient relever les compteurs et donner des ordres et virer des personnes, je sais pas quoi. Et puis en dessous, t'as les GM qui gèrent au quotidien. Donc au final, c'est ce qui va un peu se passer, je pense, avec Stéphanie et Shane qui vont être vraiment les grands décisionnaires de chaque show, qui vont être là ils seront là pour les moments importants, et puis tu auras le GM qui gérera au quotidien, et donc il faut qu'il le nomme, quoi. C'est pas, ouais, en kayfabe, quoi. C'est pas déconnant, après, quoi. Ah oui, ouais, ce sera du kayfabe, évidemment, ce sera du kayfabe. Mais du coup, c'est, comme structure, c'est pas trop déconnant, et ça va permettre peut-être d'avoir un petit rafraîchissement au niveau des figures d'autorité, parce que justement, ils vont prendre ils vont être en retrait de leur GM, je pense. Moi, je m'attends à quelque chose de largement différent de ce qu'on a en ce moment une fois qu'il y aura le draft. Hein. J'espère bien qu'ils vont faire quelque chose de. Mais après, c'est vrai que t'as raison hein, sur ce constat d'échec. C'est en effet, je m'étais noté, mais j'en avais pas trop parlé. Mais cette histoire se finit un peu, enfin, en tout cas, se relance un peu bizarrement parce que donc là, Stéphanie est allée pendant la promo, donc on a résumé très rapidement, mais est allée genre en mode toute voile dehors à défoncer Shane McMahon, à l'insulter, à dire qu'elle allait le pourrir, que c'était un traître, un menteur, un manipulateur, machin. Enfin bref, c'est la guerre entre le frère et la sœur. Alors que au sortir de WrestleMania, quand on les avait mis un peu tous les deux aux commandes, c'était un peu mielleux, ils se faisaient des petites papouilles, des machins. Ah ouais, je suis content, on va faire du bon boulot tous les deux. Petit à petit, ça s'est détérioré où ils se mettaient des bâtons dans les roues, mais rien de bien méchant. Et alors là, d'un seul coup, ça y est, c'est reparti. Ils peuvent plus s'encadrer et limite, on a l'impression qu'elle va l'encastrer dans un mur, quoi. Voilà. On a l'impression de revivre le passage avec Ric Flair et Charlotte où du jour au lendemain, ils peuvent plus s'encadrer. Donc bon, un peu spé. D'ailleurs, Vince à un moment lui dit à Stéphanie, il dit un jour t'es gentil, un jour t'es méchante, machin. C'est vrai. C'est drôle quand même de voir. Avant, c'était Shane qui jouait le rôle du Mark en prenant l'opinion de la communauté sur Internet, et maintenant c'est Vince qui joue aussi, qui reprend les idées, on va dire des fans, enfin les opinions majoritaires. Tout à fait ça. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'était assez étrange. Et je vais enchaîner ça avec notre question à la con, puisque cette semaine notre question à la con est sponsorisée par les commentaires YouTube. Les commentaires YouTube, vous en voulez. Suggéré donc par Chaer sur YouTube. Merci Chaer de nous avoir posté notre premier commentaire YouTube, je pense. Non, deuxième. Autant pour moi pour le Végetax qui nous avait posé une question. Ah, c'est Vegeta, d'accord. Bah désolé Vegeta, si on n'y a pas répondu, je regarderai où elle est. C'est un épisode avec moi et IRM seulement, c'est peut-être pour ça. Ah d'accord. Bah oui, si je ne suis pas là, hein. Mais donc Shaer qui nous a posé deux questions en fait sur YouTube. D'abord, quel sera le general manager de Raw, et aussi pour SmackDown, est-ce que Daniel Bryan serait une bonne idée? Donc Daniel Bryan, la même idée que Monsieur Amiral Armbar sur le forum. Ouais. Donc voilà, je vous laisse d'abord pour Raw, qui irait bien avec Stéphanie. Bah, bon, moi, je te dis, je suis très fan de l'idée qui a été balancée sur le forum de Paul Heyman. Je trouve qu'il ferait un duo parfait avec Stéphanie. Donc, je vais rester là-dessus. Je vais pas être très original, mais je vais rester là-dessus. Je pense qu'il pourrait faire un duo absolument, délicieux vraiment en termes d'humour et de segments. Et puis Paul Heyman ferait un formidable GM parce que déjà il l'a déjà été. Et puis le voir au quotidien gérer le roster. Et foutre la merde et probablement du coup on pourrait voir Brock Lesnar aussi revenir un petit peu plus souvent par l'intermédiaire de Paul Heyman. Moi ça m'irait très bien. Ouais, Heyman ce serait pas mal.
Alors moi je suis bien embêté parce que j'ai pas trop d'idées. Écoute, si on parle de Daniel Bryan à SmackDown, ce qui pourrait être sympa, c'est Kane en GM à Raw. On aurait ça pourrait être assez drôle. Ouais, la c'est Team vrai. Halo en confrontation. Ouais, mais alors Stéphanie qui choisit Kane, c'est dans la 4ème dimension, quoi. Oh, Ah non, pourquoi pas. Et puis ça pourrait faire écho aux semaines précédentes, parce que bon, Kane est déjà venu poster sa candidature et tout. Et puis on sait que il a un passé douloureux avec Shane McMahon en face, qui lui a quand même attaché les roubignoles à une batterie de voiture. Donc du coup, ouais, pourquoi pas. Ça pourrait. Kane serait un prétendant. ça éviterait qu'il catch. Ouais, et puis ça éviterait exactement. C'est un prétendant relativement cohérent versus Bryan et Shane. Ouais. D'accord. Mais je pensais juste au fait que Stéphanie passe son temps ces dernières semaines à se foutre de la gueule de Kane, à essayer de le repousser de l'arène, etc. Oui. Donc, mais oui, non, c'est vrai que ce serait Faire chier cohérent. son frère, elle pourrait se dire tiens, c'est un bon GM. Alors, moi j'ai une idée, mais en fait ça se passera pas parce qu'il catch et que à mon avis il a pas du tout le temps pour ça. Mais j'aimerais bien que ça soit Jericho en fait. Ah ouais, Jericho serait cool. Ouais. Jericho et Stéphanie, ce serait assez rigolo aussi en termes d'histoire. Ouais. Ouais. Parce que bon, c'était pas forcément de très bons amis par le passé. Ouais, puis c'est un spécialiste de mettre des bâtons dans les roues de tout le monde. Jericho, il est, enfin toutes les séquences qu'on a entre Jericho et Stéphanie sont toujours très marrantes. Et oui, puis ils ont eu leur historique. Donc c'est Jericho, vrai que c'est une bonne idée, ça me ferait pas mal rire, ouais, je pense. mais je pense vraiment, valide. ouais, mais je pense vraiment qu'il a pas le temps parce que non seulement il a son groupe, il a son podcast et en plus j'ai vu que il est censé lancer un Jericho Network, une sorte de, à mon avis, il va faire une alliance avec d'autres mecs qui font des podcasts et tout ça. Il veut faire une espèce de je crois que ça va être une sorte de sites qui regroupent des podcasts sur le catch et d'autres domaines, même parce que lui il invite aussi des stars du cinoche et des trucs comme ça. Donc voilà, je pense qu'il a trop de projets pour faire ça. Faire un GM qui est faible, ça prend peut-être moins de temps que de faire des matchs, hein. Après, ça implique quand même d'être, c'est vrai, sur la route avec tout le monde, quasiment, enfin, tout le temps, parce que c'est vrai que sinon, ou alors ils peuvent s'alterner avec Stéphanie. Et puis, on l'a pas vu aussi. Non, mais maintenant on veut voir Jericho en GM maintenant. Ah, d'accord. Ah merde. GM. J'aurais pas dû proposer ça. Et alors, pour SmackDown, donc on avait Daniel Bryan. Pourquoi bon candidat pour SmackDown, Daniel Bryan? Qu'est-ce qu'il ferait bien? Parce qu'on a envie de le voir. C'est ça ce que j'allais dire, il nous manque. Il nous manque. Après, moi, je serais juste trop heureux de le voir en GM. Ça veut dire que je le verrais toutes les semaines au micro avec son petit sourire, sa barbe. Genre, moi, ça me ferait juste trop plaisir juste pour ça. Après, j'ai pas trop d'autres raisons. Ouais. Ah, puis ça peut le révéler un peu au micro encore un peu plus que ce que ça ne l'a été. Là, en ce moment, il y a le cruiserweight classique là qui commence. Il est aux commentaires. J'ai juste vu l'émission qui démarre où il présente les candidats. Il était vachement bien. Hein. J'étais très content de le revoir. Et puis je pense voilà, ça peut donner de très bonnes choses. Hein, je pense en GM. Ouais. D'accord. Alors là, je vais un peu déroger à la règle. On va jouer à un petit jeu qui va pas durer forcément très longtemps, mais comme tout le monde fait du draft pick en ce moment, je vais vous demander de faire 5 choix de draft pick. Notre chacun notre tour. Donc vous n'avez pas le droit forcément de choisir ce qui a été choisi juste avant. Et vous aurez à chaque fois 30 secondes pour faire votre choix et expliquer pourquoi. Et j'ai un chrono dans les mains. Attention. Alors, qui c'est qui commence? Alors, qui a le first pick parce que c'est super. Le first pick. Qui c'est qui commence? Jette une pièce. Je prends pile et il prend face. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. 5. Non, c'est ce que je voulais. Le 7. Voilà. Et bah c'est qui l'a dit en premier, le 5? Le 5 c'était
C'est Giscal. Giscal. D'accord, donc c'est Giscal qui commence. Yes. Totalement transparent cette. Du coup, moi, mon Voilà. first pick, ce Attends, sera attends, John Cena. Voilà, c'est bon. Les 30 secondes sont lancées, vas-y. C'est parti. John Bon, Cena. alors je choisis en numéro 1 John Cena parce que je considère que c'est la superstar absolue pour construire sa marque autour. Donc voilà, c'est à la fois le bon mix entre le vétéran et le fédérateur pour ramener le maximum de personnes sur le show que je dirigerai. On n'a pas décidé ça. Mais du coup, On va dire que t'as Monday Nitro. Vas-y. Ouais. Bon, John Cena, voilà, donc pour conserver Model Retro au sommet. Top. Alors, Ringside, c'est à toi. Kevin Owens, parce que c'est le meilleur et c'est l'avenir. Voilà, on prendra pas plus de 30 secondes, je pense. C'est tout. Hein. Un pic. Bah, Tu oui. tu le ferais partir en feu contre. Ah ouais, bon. Non, Bah, je je vais peux pas pas, dire, faut que je vais d'abord que je vais je- pas dire contre qui. Bon, on le dira juste après. Voilà, bon, Kevin Owens. Alors moi, je prendrais Cesaro. Ah, mais donc il y a 3 shows. Ah, il fait main event. Ah, c'est DGM de main event, d'accord. On s'en fout, Alors, enfin, t'as droit- non, T'as droit non, à Jack Swagger et c'est n'importe quoi ce truc. Bon, non, je vais pas, je vais pas, Non, je vais mais pas faire de ça, pic, on- je vais pas faire de pic. Donc du coup, c'est une nouvelle fois à Giscal. Ah oui, donc moi j'ai déjà John Cena. Du coup, je vais pick Dean Ambrose parce que c'est le champion WWE, donc et c'est la superstar la plus chaude, plus hot du moment. Donc je mise sur lui. Et puis j'ai envie d'avoir le champion dans mon roster, donc voilà. D'accord. Finalement, 30 secondes, c'est beaucoup trop. Vas-y, Ringside. moi je prends AJ Styles, comme ça tu peux pas l'avoir pour faire la fun avec Sina. Merde. T'es bien emmerdé. Et que c'est pareil, c'est le meilleur, c'est l'avenir. D'accord. Giscal. Derrière, je vais prendre en troisième pick, je vais prendre Seth Rollins. Parce que j'ai envie d'avoir un heel aussi quand même, enfin un méchant dans mon roster pour pouvoir construire mes rivalités de main event. Et puis pareil, enfin c'est une valeur sûre et une valeur très très solide pour l'avenir, donc je pense un bon choix. Ringside. Je vais prendre Roman Reigns, hein, parce qu'il est... J'aurais pas le shield en entier alors merde. Voilà, non. Je juste pour t'emmerder. Et puis quel talent, Roman Reigns, quoi. Une bête au pro, technicien de génie, supporté par la foule. Il me faut un visage fort, c'est The Guy. C'est un voilà. troll pick. Voilà. Je le mets Giscal. dans ma... Alors, derrière, attends, donc là j'en suis à 3 picks là. Ouais, t'en es à Cena, Ambrose, Rollins. Et ben je vais prendre Sasha Banks alors. Parce qu'il me faut quand même une diva assurée et je pense que Sasha Banks c'est l'avenir de la division féminine, pas diva d'ailleurs. J'ai dit diva mais on dit plus ça. Donc Sasha Banks. Ok, Ringside. J'ai 30 secondes, donc je peux Ouais. chercher un petit peu. Je vais prendre Cesaro, puisque tu l'as pas pris finalement. Voilà, je le fais monter Bon, ce sera mon deuxième face. Puis voilà, on va faire du beau spectacle. D'accord. Et Giscal, dernier pick. Et mon dernier pick, parce que j'essaie de faire un truc un peu équilibré, hein, mais du coup je vais prendre. On peut considérer qu'une équipe c'est un pick. Hein. Oui. Oui, alors à ce moment-là je vais pick le New Day pour avoir vendre des t-shirts et des... exactement pour la fois le côté marketing parce que c'est les champions par équipe et puis parce que je les aime bien donc du coup j'ai envie de les avoir dans mon show. Ringside. je suis emmerdé. Je vais prendre le Miz avec Maryse, comme ça je peux la draguer dans les couloirs. Et j'ai le champion intercontinental. D'accord. 5, ça fait just, hein. Voilà. Alors, Il y a une en fait, belle ce qu'on base. va faire, parce que j'improvise totalement tout ce que je suis en train de faire. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va refaire ça la semaine prochaine. Alors, bien sûr, il faudra en fait, déterminer si vous êtes pas disponible, quel sera votre GM à vous, c'est-à-dire l'autre personne qui s'occupera du draft pick et puis voilà, on va faire ça.
on va faire deux équipes, comme ça fera deux équipes de 10 catcheurs. On peut pas faire des rosters en entier parce que sinon on y passerait 3 heures, on y passerait toute une émission. Mais voilà, donc si vous voulez les picks du KD Catch pour l'instant, Ringside son équipe c'est Owens, AJ Styles, Roman Reigns, Cesaro, Le Miz et Maryse. Donc remarquez à quel point la seule femme qu'il a pris c'est une femme qui fait accessoire. Qui ne catch pas. Donc Giscal, Cena, Dean Ambrose, Seth Rollins, Sasha Banks et le New Day. Donc Sasha Banks se battra contre elle-même. Beaucoup mieux. Ça donne envie de regarder mon choix. Non mais on verra. Moi j'ai Roman Reigns, j'ai The Guy. Ouais, je suis un peu vénère de pas l'avoir, mais bon, j'ai voulu jouer l'équilibre. Et il se fera défoncer la gueule toutes les semaines. Et donc au moins on n'aura pas Roman Reigns contre Cena, hein, puisqu'ils sont dans deux rosters différents. Non. Donc je note le premier qui a choisi c'était qui C'était Giscal. Giscal, ouais. Ouais. Donc je note, désolé mais le premier qui choisit c'est celui qui a Monday Night Raw. Donc c'est pas mal. SmackDown, Ringside. Voilà, c'est noté. En termes de roster, hein, d'identité de show, je pense que ça peut se ressembler un peu à ça. Donc si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de regarder le prochain épisode de Catch Up. Enfin, écoutez plutôt le prochain épisode de Catch Up. On va sur YouTube aussi. On va donner les notes de ce Monday Night Raw, hein, parce que on a oublié de les donner. Je vais commencer par Ringside qui n'a pas commencé le draft pick, donc il va commencer la note. Moi je mets 2,5. Il y avait du bon et il y avait du très mauvais. Alors voilà, les matchs féminins ça plombe tout. Le truc du New Day ça plombe pas mal. Et puis j'avais pas aimé le main event est pas bon non plus. Et puis voilà, le passage avec Rollins et machin, j'ai trouvé ça un peu long, pas parfait. Mais le reste j'ai bien aimé. Donc on est sur du moyen, donc 2,5. Écoute, ça va être assez fou, mais je pense que je vais mettre 2,5 aussi, ce qui est ma plus mauvaise note. Je pense pour être honnête, si j'avais eu à participer au podcast de la semaine dernière, j'aurais mis encore moins, je pense. Mais là, je vais mettre 2,5 parce que il y avait trop de choses impardonnables pendant cette émission, comme tu l'as dit. Hein, la vidéo des New Day et des Wyatt, c'était, moi, c'était presque gênant à regarder. Moi, je me suis dit putain, ça me fait limite chier d'être fan de la WWE et de voir des packages vidéo comme ça. Bon. Ils ont raté. Les filles, c'était horrible. Pareil, je ne comprends pas comment ça peut traverser l'esprit de quelqu'un de sain de donner 12 minutes de match à Dana Brooke. Et puis le main event, on est tous d'accord, hein, c'était trop long et ça n'a pas apporté. En tout cas, c'était trop long par rapport à l'impact que ça a pu avoir en termes de news. Donc voilà. Après, tout n'était pas acheté, donc c'est la moyenne, quoi. Il y a eu des bonnes choses. Mais on va dire que même les bonnes choses, c'était souvent du simple et efficace. Il y avait rien il y avait pas de génie. Il y avait, moi, le highlight vraiment du show pour moi, c'était la promo de Dean Ambrose. Mais ça fait un peu maigre pour une émission de 3 heures. Et puis d'ailleurs, quand je fais ce constat, je me rends compte que Denis, c'est peut-être gentil. Donc, c'est moi le méchant normalement. Ouais, je peux pas faire moins, mais voilà, c'était pas mon rôle préféré, vous l'aurez compris. Donc, mais j'ai quand même assez hâte d'être à la draft de la semaine prochaine parce que ils sont vraiment dans une optique draft à l'américaine NBA, vraiment exactement pareil. Hein, la façon dont ils l'ont mis en avant avec le number one pick, qu'est-ce que ça veut dire de prendre quelqu'un dans son show, c'est pour construire un roster autour et tout. Donc on est vraiment complètement dans une logique de draft sportive. Donc je pense que ça peut être assez drôle comme dynamique et beaucoup plus intéressant que des drafts aléatoires, enfin faussement aléatoires, hein, kiffablement aléatoires qu'il y avait eu par le passé. Ouais. Donc je pense que ça va être beaucoup plus sympa et très sympa à suivre. Et on va aussi réfléchir à comment on va aborder ça parce que SmackDown Live, ça veut dire qu'il va se passer des choses intéressantes à SmackDown. Alors comment on va faire évoluer Catch Up? N'hésitez pas à nous demander en commentaire sur YouTube si vous préférez avoir si vous voulez 2 catch-up, même si ça va être très difficile. Ça va être compliqué. Ou si vous voulez un mélange des deux shows, est-ce que vous préférez suivre Monday Night Raw? Donc voilà, dites-nous ce que vous préférez. Et moi, je donnerais la même note. Hein, on va faire les Suisses aujourd'hui, hein, de 2,5. Voilà. La Cesaro section. Mais heureusement.
heureusement que tu m'as rappelé la séquence Dean Ambrose, Seth Rollins, parce que c'est vraiment ça qui genre limite ça vaut un point pour moi. Oui. Ça vaut un point parce que j'attendais depuis tellement longtemps que Ambrose Enfin. sorte de son personnage de petit malin qui fait un peu le diable de Tasmanie quoi, à droite à gauche, genre, je saute partout, je suis fou, etc. Et puis je donne des petits coups de poing qui ont l'air de faire mal à personne. Donc voilà, bien intéressé par Ambrose Rollins, malgré le booking très très bizarre, mais on verra ce que ça fait la semaine prochaine. Et quoi d'autre? Bah non, mais en fait, j'ai rien d'autre. Il est temps de, il est temps de vaquer, hein? Non, mais je voulais dire au niveau du show, enfin au niveau de Monday Night Raw. Mais c'est vrai que ce podcast dure bien trop longtemps aujourd'hui, mais mine de rien, il y avait beaucoup de choses avec la draft. On a beaucoup de choses à analyser. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je remercie Ringside d'être venu. Merci à vous. On remercie Giscal. Merci à vous. Et on vous dit à la semaine prochaine, peut-être pour un mélange de ketchup, Smackro ou Rowdown. Et on vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao, ciao.